Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben là. Ben là. Ouais, comme vous avez pu remarquer, la saison 12 est un petit peu spéciale. Ben là. Bon. Ouais, je dis qu'elle était un petit peu spéciale, c'est parce que dans la production des épisodes, eh bien, il y a certaines variations, je vous le cacherai pas, avec des entrevues, des intervenants, avec des émissions spéciales, notamment comme celle avec la CNSST. Et là, ben, j'ai pas le choix. Il a fallu que je revienne aussi un peu à nos sources, en invitant, entre autres, un de nos chroniqueurs habitués. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Bon, Sylvain, comment ça va? Bonjour, Benoît. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sylvain Carbonneau, qui est courtier hypothécaire. Oui. Donc, comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Très bien. Content d'être ici aujourd'hui. Oui, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, on s'est parlé dans l'épisode Fin d'année. Mm-hmm. Et on a abordé aussi le début de l'année ensemble, le début de la saison 12. Et là, il y a quand même plusieurs sujets qui ont touché l'actualité dans lesquels je veux qu'on aborde ensemble parce que ceux qui suivent un peu les nouvelles ont vu possiblement passer, je pense que c'était dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, où il faisait allusion à des problèmes d'éthique auprès de courtiers immobiliers. Et courtiers hypothécaires. Et courtiers hypothécaires. Puis là, dans le fond, je veux pas qu'on parle de ces gens-là qui ont manqué d'éthique puis que, dans le fond, qui ont été reconnus coupables de certains... Ou qui sont encore sous enquête. Oui, ou qui sont encore sous enquête. Bref, je veux qu'on parle de ça. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, quand tu veux travailler... En fait, quand tu es dans un secteur puis que tu as besoin de te faire aider, ben tu as des professionnels. Ouais. Puis dans les professionnels, tu as les fameux courtiers. Oui. Mais là, dans les courtiers, il y en a dans différentes catégories. Courtier en assurance. Moi, tu sais, comme dans nos affaires à nous, on a un courtier en assurance. Il s'occupe de l'ensemble de nos affaires. Puis c'est plus facile. Puis quand on a un problème, bon, on appelle notre courtier puis il nous le règle. Un courtier hypothécaire, comme toi, en fait, que c'est ton métier. Il y a courtiers immobiliers qui vendent des maisons, il y a même des courtiers en automobile maintenant. Des courtiers en automobile maintenant. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour se démêler un peu là-dedans, Sylvain? Comment est-ce que, tu sais, parce que là, je veux pas qu'on mette toutes les catégories de courtiers ensemble, mais c'est comme dans la société, hein? C'est des micro-sociétés. Les courtiers, c'est une micro-société. Dans peu importe le domaine, immobilier, hypothécaire, assurance ou autre, c'est des micro-sociétés. Dans la société, il y aura toujours des gens qui marchent selon les règles et d'autres qui tentent à déjouer ou interpréter ou en tout cas tirer l'élastique dans certains cas avec les règles. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'humain étant ce qu'il est, il va aller vers la facilité. Et la facilité, bien souvent, c'est de faire des petites entorses. Mais les règles là-dedans, Sylvain, c'est-tu vraiment... je pose la question. Écoute, là. Je vais te parler de mon métier. Je vais parler de ce que je connais. Parlons de courtier hypothécaire. Je connais un peu le milieu immobilier parce que j'ai fait le cours de courtage immobilier aussi, sauf que je n'ai pas fait le permis. OK. Je n'ai pas obtenu le permis. Je n'ai pas passé l'examen. OK. Je n'ai pas voulu l'obtenir. Donc, tu ne pourrais pas dire, moi, demain matin, je décide d'être courtier immobilier, par contre. Il faudrait que tu passes les examens. Cependant, ayant fait le cours, je peux conseiller des gens. OK. Quand il se passe certaines petites choses dans une transaction, je peux dire aux gens, ça, oui, c'est normal, ou ça, non, c'est pas normal, pose des questions, pose telle question, ça m'est arrivé. Donc, tu ne donneras pas d'avis, tu vas juste soulever des questions. Exactement. C'est bon. Parce que ça ne fait pas partie de mon mandat de courtier hypothécaire. Mais je peux t'aider, par exemple. Je peux te dire si ça a de l'allure, ce qu'il te demande. Si ça n'a pas d'allure, je peux te dire, pose telle question, demande pourquoi tu veux ça. En tout cas, mais je vais te parler du courtage hypothécaire, ce dans quoi j'œuvre présentement. Quand j'ai commencé, c'était l'OASIC, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui chapeautait le courtage immobilier et le courtage hypothécaire. Okay. Je parle de 2016. Okay. Ça, c'est quand j'ai commencé. En 2018, le courtage hypothécaire a quitté l'OASIC pour être chapeauté par l'Autorité des marchés financiers. Ce qui était une logique. On parle d'argent. Autorité des marchés financiers. Même organisme qui régularise et en quelque sorte encadre tout le système financier, là, les conseillers financiers, les vendeurs d'assurance, les conseillers en assurance, les courtiers en assurance.
de vie, de dommages ou autres. Et l'Autorité des marchés financiers, c'est aussi eux qui gèrent la Caisse populaire des jardins, par exemple. Parce que la Caisse populaire des jardins, ce n'est pas une banque, bien que quelquefois on confonde dans leurs frais, entre autres. Mais, c'est une coopérative. C'est une coopérative. Donc, elle, ce n'est pas la Banque du Canada à laquelle elle est assujettie, mais bel et bien de l'Autorité des marchés financiers. Donc, voilà. C'est pour ça, entre autres, que quand on voit des publicités, entre autres, sur la SADC, la Société qui protège les dépôts là, au Canada, ils disent que c'est l'Autorité des marchés financiers qui s'occupe de la caisse. Voilà. Il y a des petites nuances. Donc, voilà. Pour le courtage hypothécaire, l'Autorité des marchés financiers a créé des règles, des lois qui nous encadrent, qui nous obligent à suivre un cadre. Et en plus de ça, on a la règle de la Banque du Canada qui nous suit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en courtage hypothécaire. Et ça va de la façon de te présenter, que ce soit à ton client, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il y a un terme. Tu peux... je te pose une question. Mettons que je suis un courtier, puis je dis, moi, faites affaire avec moi, puis on va faire votre consolidation de dette, ou on va vous refinancer, on va vous restructurer. Y a-tu le droit de faire ça? Ben oui, il y a le droit. Il a le droit de le faire parce que ça fait partie des transactions qu'il peut faire. Okay. Refinancer un logis pour consolider des dettes, ça se fait au quotidien, là, dans le day-to-day. Ça fait partie du style de transaction qu'il peut faire. Cependant, il ne peut pas, en quelque sorte, travailler pour toi tes placements. Il ne peut pas te donner des recommandations de fiscalité. Il ne peut pas bien qu'il les connaisse, là, c'est pas sa job. C'est pas son travail. C'est même pas dans son mandat de calculer la pénalité d'un remboursement hypothécaire anticipé. OK. Parce que les calculettes utilisées, si on parle ici de technologie comme le web, l'intelligence artificielle ou autre, ben, il y a des petites nuances qui sont pas tenues en compte. Donc, en bout de ligne, les chiffres peuvent différer, puis tu peux te faire taper ses doigts. Fait que la job, c'est oui, tu peux le faire, tu calcules manuellement. Tu dis, ça va te coûter entre temps et temps. Tu sais comment c'est spécial? Ça va te coûter entre temps et temps. Cependant, c'est ta responsabilité en tant que client de contacter ton institution financière et de lui demander combien ça va te coûter de pénalité si tu rembourses ton hypothèque aujourd'hui. Tu ramènes la responsabilité vers le client. Et ça, c'est très important, ces petites nuances-là. Donc, quand je te dis que c'est encadré, c'est spécial. Donc, si je comprends bien, je vais juste faire une parenthèse avec ce que tu viens de dire. Je suis client avec un courtier. Oui. J'ai une responsabilité de client, c'est-à-dire que je ne peux pas dire, bon, OK, j'ai un courtier, je lui donne tout, puis c'est réglé. Faut quand même que je surveille mes affaires. Tu as des petites choses à faire. Il faut que je sois allumé, il faut que je sois... honnête et intègre. OK. Parce que les informations que tu me donnes qui me servent à calculer, ne serait-ce qu'une capacité d'emprunt, si je ne suis pas capable de les prouver de par les papiers que tu me fournis, bien, ça ne sera plus le même résultat en bout de ligne. Ça, c'est sûr. Donc, tu as une responsabilité à ce niveau-là aussi. Récemment, j'ai un client, il me raconte qu'il a déjà fait faillite dans le passé, il me raconte que tout est réglé, il me raconte qu'il a obtenu des nouvelles lignes de crédit, il me raconte... En tout cas, bref, j'ouvre son bureau de crédit pour réaliser que c'est sa deuxième faillite. OK. Ah, je le rappelle et je lui dis, je me souviens pas de ça. OK. Et c'est pas arrivé rien qu'une fois là, en 8 ans de carrière. Là. OK. C'est arrivé à quelques reprises, des choses comme ça. Là. Donc, dans ce temps-là, ça complexifie ton travail. Ben oui, parce que c'est pas les mêmes règles du tout. C'est-à-dire que, bon, si tu as fait une faillite, après 2 ans, tu peux, si tu as respecté certaines règles, puis ça apparaît pendant 7 ans sur ton bureau de crédit. Si tu as fait une deuxième faillite, ben là, c'est fort probable qu'il n'y ait plus une banque qui va vouloir te prêter ou à peu près, puis ça apparaît pendant 14 ans sur ton bureau de crédit. Si tu en as fait une troisième, ben là, c'est à vie que ça apparaît sur ton bureau de crédit. OK. C'est toutes des petites choses spéciales. Fait que donc, autant le client doit être lui aussi intègre et honnête, autant que le courtier doit l'être envers son client. Ça, c'est une chose très importante au niveau de l'éthique, l'honnêteté, l'intégrité. Il faut aussi, comme on l'a vu dans les cas, dans les journaux, entre autres le cas qui nous intéresse dans le monde hypothécaire, la personne faisait de la publicité et présentait différents types de cas. La personne est un super bon conteur, j'aimerais être aussi bon que lui. T'es quand même pas mauvais. Je suis pas mauvais. J'ai déjà fait de la radio, mais il est bon en temps. On va l'appeler, là, on parle ici de Pierre-Charles Jolicoeur. Il est bon en temps. Puis j'espère qu'il va l'entendre, que je le dis à tout le monde qu'il est bon en temps. Okay. Il est vraiment bon. Sauf que il y a certains clients qui se sont identifiés dans ces capsules et qui ont porté plainte.
OK. Il nomme pas de nom. Mais des fois, il donne tellement de détails que tout le monde savait c'était qui l'ancien joueur de hockey avec qui il a travaillé. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que donc, c'est délicat. Faut que tu fasses attention. Faut que tu prennes soin de tout ce qui est réglementation, éthique, conformité. Données personnelles. Parce que là, toi, quand tu ramasses les données sur monsieur, madame, tout le monde, écoute, tu as toute l'information. Je t'ai parlé d'un client qui a fait 2 faillites. Je t'ai pas dit quel métier il faisait parce que ce serait pas déjà pas long d'aller fouiller. Non, écoute, ça pourrait... c'est ça. Effectivement. Fait faut que tu fasses attention à ce que tu véhicules dans ta publicité, dans ta façon de te présenter, dans les cas dont tu parles, ne serait-ce qu'avec ta blonde. Moi, ma blonde, il y a des fois qu'elle me pose des questions parce qu'elle sait que j'ai parlé à quelqu'un qu'elle connaît. Non. Tu ne sauras pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais c'est ça. Tout est dans le détail. Et quand on veut pousser plus loin, savoir si on fait affaire avec un bon courtier, moi, ce que je dis tout le temps, le courtier qui s'est présenté à toi, est-ce qu'il t'a dit qu'il te chargeait des frais? En partant, oui, c'est pas un bon courtier. OK, pourquoi? Un courtier, c'est gratuit. Le service d'un courtier, c'est gratuit. Comment c'est rémunéré, un courtier? C'est payé par l'institution financière que tu représentes. Donc, tu as une commission. Tu as une commission qui est versée. Okay. Selon le volume annuel, pas annuel, mais mensuel, dans le cas des banques, qui est déboursé. Parce que tu n'es pas payé tant que le client n'est pas passé chez le notaire. Là. OK. Et ce que je dis souvent à mes clients, ton prêt n'existe pas tant que tu n'es pas passé chez le notaire. Fait que si tu n'es pas content de mon service, tu parles ailleurs. C'est pas compliqué, là. Ça va, ouais. Oh oui, ça va jusque-là. Ben oui, je le dis. Je le dis autant pour une autre banque qui a fait une offre, là. C'est la même chose. Mais je le dis à mes clients. Si je fais une coche mal taillée, là, puis que tu n'es pas content, là, mon prêt, là, il n'existe pas tant que tu n'es pas passé chez le notaire. Là. OK. C'est juste du papier. C'est du papier, exactement. C'est une possibilité que l'on t'offre. Okay. Donc, c'est une intention, un engagement, si tu préfères, que tu as signé, et non pas le prêt comme tel. Parce qu'il y a des clients qui vont signer un engagement qui ne se rendront pas au bout de la ligne. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas les poursuivre. Il y a des maisons de courtage hypothécaire que je ne nommerai pas, mais qui vont se reconnaître dans ce podcast, qui sont très populaires au Québec, qui te chargent un frais si tu annules ton dossier. Ah ouais? Ouais. Moi, quand j'étais chez cette bannière-là, faites une petite fouille, vous allez savoir de qui je parle. Je disais aux gens, je ne vous la chargerai pas. Okay. Tenez-en pas compte. Okay, parce vous que voulez que j'enlève? Moi, l'enlever. Parce que ça pourrait être... C'est un frein à signer un client aussi. C'est un frein à avoir un contrat de courtage. Moi, pour la bannière avec laquelle je travaille, il y a 0 frais. 0 frais, même si tu annules. Oui, ça arrive, peut-être plus souvent qu'avec l'autre bannière. Moi, ça m'est même arrivé d'envoyer des factures à des clients après. OK. Parce que j'étais choqué. Puis je me suis fait taper ses doigts par mon directeur. Tu fais pas ça, Sylvain. Mais ça doit être frustrant, là. Oui. Tu travailles un dossier pendant... écoute, un dossier, à peu près, ça peut prendre combien de temps, en moyenne? 2 semaines. 2 semaines? Pas toute la journée, là, mais plusieurs heures dans le 2 semaines. Mais mettons que je ramène ça dans un nombre d'heures pour un dossier. Mais 48 heures. 48 heures. Tu as mis un 48 heures là-dessus, le total tout. Là. Donc, tu as mis de 48 heures, c'est quand même beaucoup. Sur 14 heures, mais 12 heures par jour. OK. Donc, tu vois, ça veut dire que... sur 14 jours. Ça veut dire qu'il y a des chances que tu ne sois pas rémunéré. Exactement. Donc, il y a une portion de travail bénévole en quelque sorte. Exactement. Ça, dans ce temps-là, tu peux se le déclarer en perte? Ça serait le fun. Malheureusement, non. Ça serait plaisant. On appelle ça les non-ventes. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Non, on ne peut pas, malheureusement. Mais c'est ça. Un bon courtier ne charge aucun frais à son client, sauf dans le cas où on fait affaire avec des prêteurs privés ou dans le commercial, parce que le courtier n'est pas rémunéré par les prêteurs privés. Ça fait partie des frais de courtage. OK. Donc, normalement, tu ne devrais pas charger de frais de courtage quand on fait un dossier dans une banque, un prêteur conventionnel ou virtuel, un prêt normal. Okay. Si on va vers des prêteurs privés pour des raisons X, problème de crédit, avis de 60 jours reçus, manque de revenus qualifiables, et patati et patata, peu importe les raisons pour lesquelles on irait vers un privé, il va y avoir des frais de courtage que tu peux charger au client, sauf qu'il y a comme une espèce de braquette à respecter. Ça ne peut pas dépasser plus de... Ça dépend de la bannière aussi avec qui tu travailles. Moi, je sais très bien que récemment, un prêteur privé m'a dit « mon Dieu, toi, tu devrais parler avec d'autres courtiers. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Tu ne charges pas cher. » C'est un choix personnel. OK. Parce que le client que je sauve sa maison, qui n'est pas saisi par la banque, il va m'aimer. Ça, c'est évident. Et si ça va bien avec le prêteur privé, on va l'amener vers un prêteur conventionnel. Donc, je risque de faire le dossier 2 et 3 fois dans un court laps de temps.
pour le ramener sur le droit chemin, comme diraient certains, pour le ramener vers des prêteurs conventionnels éventuellement, avec une stratégie de sortie, avec tout ça. Donc, la gagne ma paye, là, tu sais, c'est pas gratis, là. Ben là, c'est ça. Ce client-là, tu as peut-être avantage à aller charger moins cher, puis le faire 2 puis 3 fois. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, mais c'est pas tous les courtiers qui le voient comme ça. D'autres vont charger la totale, le maximum permis par la loi, qui est de 2 %. Mais chez notre bannière, nous, on nous dit, n'exagérez pas, allez à pas plus que 1,5. OK. Puis moi, je suis encore plus bas que ça, tu sais, parce que je veux vraiment... Ça dépend des dossiers aussi, ça dépend de l'approche client, ça dépend, tu sais, la collaboration du client dans ton dossier, ça dépend d'un paquet de facteurs. Sauf qu'il y a des règles à suivre, on doit les suivre, parce que notre permis est en jeu, puis c'est tellement dur d'obtenir ce permis-là, puis... Une pub négative dans un journal. Quelqu'un qui se dit, courtier, là, dans le fond, ça demande quoi comme formation? Puis c'est quoi les étapes? C'est une formation professionnelle. C'est une attestation d'études collégiales dans bien des cas. Il y en a qui vont dire, il n'y a rien là. J'ai entendu des comptables, j'ai entendu des CPA là, dire, rien là, ton permis. Non, excusez-moi, là, mais va le faire, l'examen, pour le fun. Moi, de ce que j'ai entendu, c'était pas si facile que ça. Non, exactement. Le cours n'est pas long. Mettons, mets-les 1 an. OK, 8 mois. 8 mois, mettons, le cours. Tu vas passer ton examen après. Il n'est pas facile, l'examen. Je connais beaucoup d'employés dans des banques et des caisses qui ont tenté de quitter leur banque et leur caisse pour devenir courtier hypothécaire, qui se sont plantés à l'examen, là, puis qui sont revenus à la banque et à la caisse. Là. J'en connais plein. Tu peux-tu reprendre l'examen à quelques reprises? Jusqu'à 4 fois. OK. Toi, ça t'a pris combien de temps? Premier coup. Premier coup? L'âge que j'avais, l'échec n'était pas une option. C'est vrai qu'avec les J'avais années... pas le temps de niaiser, là. Okay. C'est comme, non, je me suis appliqué. J'avais le temps de le faire aussi. Il y en a qui font un travail en plus de faire le cours. C'est pas évident. Ces gens-là, moi, qui réussissent du premier coup parce qu'ils font les deux, je leur dis bravo. Ce matin, c'est drôle qu'on en parle. Il y a plein d'affaires qui se sont passées récemment. Ce matin, j'avais justement un jeune homme qui vient de manquer la partie conformité. Éthique, conformité du cours. Il l'a poché. Il faut qu'il le reprenne le 10 mars prochain. Fait que, tu sais, là, je posais des questions, puis je disais, c'est pas compliqué. À la base, mets-toi dans la tête que tu es le client. Fait que toutes les questions qu'il te pose, qu'il y a des choix de réponse dans lesquels le client n'est pas avantagé, touche pas à ça. Prends la réponse qui avantage le client, avant tout. Déjà, en partant, tu ne te tromperas jamais pour ces questions-là. Puis pour les autres, ne tente pas d'interpréter. Prends le texte de loi, prends le texte du règlement, prends le texte. Il faut que ce soit mot à mot. Cherche pas la réponse qui comporte une interprétation. Va avec le mot à mot. Ce qui ressemble le plus à ce que tu as appris dans le livre. Et tu ne te tromperas pas. Là, ça fait 8 ans. Là. Oui. Tu regrettes-tu? Jamais. Je tripe comme un enfant d'école. J'étais encore aussi passionné. J'ai à cœur mes clients, j'ai à cœur les gens avec qui je travaille aussi, les référenceurs, les collègues, les gens de mon entourage. C'est un plaisir de les rencontrer régulièrement, de travailler avec eux. Les jeunes qui... parce qu'on parle à des étudiants au cégep, des fois même à l'université, puis ceux qui veulent commencer ça, tu sais, des fois, quand tu parles d'emploi à commission... c'est une entreprise, hein? C'est lancer son entreprise. C'est le travailleur autonome. C'est une entreprise individuelle. C'est ça que c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Toi, dans tes premières années, tu te sens-tu à l'aise de nous parler un peu de comment ça s'est passé? Oui. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement que tu dises non le seulement montant, mais... à l'aise. Écoute, je rêve du jour où on va m'inviter dans une conférence pour en parler. Je rêve à ça. Je le fais là. Commençons maintenant. Sylvain Carbonneau vient des médias. Oui. 23 ans dans le monde de la radio. Avant ça, j'étais dans la restauration. C'était pas pantoute pareil. 23 ans dans la radio. Et il cuisine très bien. Et ses petites fraises, les amis, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Donc, 23 ans dans le monde des médias, radio-télé. Je me disais, ça va être facile. Je connais plein de courtiers immobiliers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je connais plein de monde. C'est merveilleux, ça va être facile. Au pelail, non. Là, tu t'en vas parler de finance. La finance, là, c'est beaucoup basé sur la confiance. Et pour que les gens aient confiance en toi, tu t'es fait tes preuves. Tu comprends? C'est plus la même ballgame pantoute. Non, c'est sûr. Cependant, ma grande gueule, mon côté frondeur, mon côté fonceur, ont fait que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et quand même gagner ma vie. Je dirais pas rapidement. J'ai vécu là ce qu'on appelle une échelle qui se vit encore, puis je dois protéger mes acquis, puis je continue à me battre. Mais quand j'ai commencé, dans ma petite tête, je me disais, ça va être facile. Et mon Dieu.
La claque, ça gueule, là, Ben. Là. Ah, ouais. Ah! Je l'ai mangé solide. La première année, là, j'ai pas fait une scène. Oublie ça, ça m'a coûté de l'argent. Là. Ah, ouais. Je fais des blagues, ça m'a coûté une hypothèque. Carrément. Ah, tant que ça. Ça m'a coûté une maison. OK. Ouais. Parce que tu fais confiance à plein de monde. Hey, le gars, il vient te présenter, donne-moi 1500$, m'a positionné sur les médias sociaux. Ça va rentrer, tu connais le gars, parce que tu faisais de la radio, puis tu connais des médias. Tu lui donnes 1500$, puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu as zéro fucking résultat. Moi, aujourd'hui, je les appelle les fly-by-night. C'est quand ils prennent ton argent et ils disparaissent. Ils sont poussés dans la nuit. Donc, tu apprends vite. Tu n'as pas le choix, parce que c'est ton argent. C'est tes affaires. Puis, il faut que tu réagisses vite. Il faut que tu te vires sur un 10 cents. Puis là, ben, tu rencontres d'autres courtiers, tu en parles avec eux, ils ont vécu les mêmes affaires. C'est 1 à 3 ans avant de gagner ta vie. Calcule une bonne année, puis calcule 3 ans avant de faire une bonne paye. C'est comme ça. Une bonne paye, c'est en haut de 50 000? Non. En haut de 80? Et plus. En haut de 100 000? En haut de 100 000. Oh! Quand même. C'est un métier. Mais c'est une belle progression, c'est-à-dire que c'est rare, les emplois, que, par exemple, tu vas commencer la première année, tu vas manger tes bas, puis à l'intérieur de 3 ans... Tu peux commencer. Tu peux commencer puis faire ton 100 000. J'en ai un dans mon équipe. Ah, ouais. Écoute, c'est un Sidney Crosby, là. OK. Mais il est hot, il est bon. Mais il est dans un marché aussi intéressant. Il est dans le marché de Québec. Okay. Les maisons valent beaucoup plus cher, donc c'est plus rapide. Donc, il a besoin de faire moins de transactions que moi, j'ai besoin d'en faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le nord du Québec. Okay. Donc, c'est pas la même game si on regarde ça en termes de revenus. Cependant, l'arrivée d'un PC Jolicoeur, l'arrivée de d'autres courtiers sur les réseaux sociaux, ce que ça a fait, c'est que ça a laissé présager que c'était facile de faire ce métier-là. Et il y a beaucoup de gens qui appellent chez Planiprêt, là où je suis associé, puis qui disent, puis nos dirigeants nous le disent, les dirigeants d'agence, reçoivent des appels. « Ouais, j'ai vu PC Jolicoeur, hein, ça a l'air le fun, votre job, ça n'a pas l'air tough, ça n'a pas l'air dur, puis on fait de l'argent. » Non, on t'arrête tout de suite. Si c'est la raison pour laquelle tu veux t'en venir, oublie ça. C'est pas la bonne attitude à avoir. Et c'est pas la bonne raison pour laquelle t'en venir. Il faut que tu livres. Faut que tu livres la marchandise. De ce que j'en comprends, Sylvain, là, dans la job, c'est premièrement, il faut que tu aies un client. Ouais. Deuxièmement, il faut que tu rassembles son information, qui est compliquée des fois, même si votre plateforme est super pour transfert. Il faut que le client fasse sa job. Il faut qu'il donne les bons documents. Exact. Puis après ça, il faut que tu t'assures de la conformité du dossier. Exactement. Puis ça, c'est le genre de choses que le monde ne réalise pas vraiment. Non, c'est ça. Ils ne sont pas là dans la machine. Parce que de ton côté, puis même du côté client, quand tu veux renouveler ou faire un financement, puis que moindrement que tu as des actifs, puis que c'est des actifs variés, là, ça devient compliqué. Ça prend différents documents, ça prend différentes preuves. Tu n'as pas juste besoin de ton T4 puis de ton rapport d'impôt. C'est sûr que pour quelqu'un qui a un job, 40 heures semaine, avec un revenu fixe depuis 5 ans, qui arrive pour s'acheter une maison avec 5 % de mise de fonds, c'est les dossiers les plus faciles, ça, pour nous autres. Là. Ça, c'est du traditionnel. Ça, là, t'es mort de rire. C'est walk in the park. Là. Ça se fait, là, on règle ça en 2 jours, 3 jours maximum. Là, si on a tous les documents. Mais pour le jeune homme ou la jeune femme qui se présente, qui est à son premier emploi, qui, ça fait 1 mois qu'elle travaille là, qui, mon Dieu, sort de l'école, par contre, étudie dans le même domaine, qui ne sait pas c'est quoi un avis de cotisation, que ça fait 4 fois que tu lui demandes, puis elle t'envoie n'importe quoi. Oui, il t'envoie n'importe quoi. Ça arrive, ça, c'est fréquent. Il faut que tu coaches ces gens-là. Il faut que tu les aides, ces gens-là. Quelqu'un qui pense qu'il peut payer de la façon que ça y tente. Moi, écoute, les pires clients, là, je vais le dire, là, ce sera public. C'est les ingénieurs. Oh, on ne peut pas attaquer les ingénieurs. C'est les pires. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont tellement habitués de calculer. OK. Calculer les risques, calculer tout. Ils calculent tout, eux autres. Oui. Ben, eux autres, là, ils vont inventer une façon de payer leur hypothèque qui n'existe pas dans le monde bancaire. Ah, OK. Pour payer moins cher d'intérêt. Mais c'est parce que t'as beau leur dire, ça ne marche pas. Il n'y a pas une banque qui fait ça. Okay. Ils ne comprennent pas. Parce que dans leur monde, dans leur tête, parce qu'ils sont habitués de créer des choses pour que le pont ne tombe pas, pour que la maison ne tombe pas, pour que le bloc ne tombe pas, ils pensent que ça va être pareil dans le monde financier. Ouais, parce que le monde financier, c'est quand même un système qui est structuré. Je ne dis pas ça de façon péjorative. Non, on les aime, les ingénieurs. Je les adore. C'est des clients que j'adore, mais ils sont drôles. Parce que c'est un monde qu'il faut connaître. C'est un monde dans lequel j'évolue. Donc, si je te dis que ça ne se fait pas,
Tu auras beau me demander d'aller leur demander, on va avoir la même réponse en bout de ligne. Mais là, tu arrives... Il y a beaucoup d'éducation à faire, c'est ça que je veux dire. Donc, tu as cette phase-là, puis après ça, tu as l'acceptation du dossier. Exactement. Tu as la négociation avec les prêteurs. Tu sais, c'est un volet où ce que le monde ne comprenne pas nécessairement, ce que tu pars du client, mais tu es comme entre l'arbre et l'écorce, tout le temps en train de négocier. Puis là, en plus, tu as l'agence avec qui tu travailles. Donc, tu as tous les paramètres. Bref, Sylvain, comme mot de la fin, oui. Est-ce qu'on peut faire confiance à un courtier et à quel endroit on peut valider si on a L'autorité des marchés financiers te donne accès à la banque totale de tous ses membres et tu peux voir s'il y a eu des plaintes. Okay. Tu peux voir si ces gens-là, à la limite, ont eu des plaintes, des contraventions, des amendes, bref, tu peux tout savoir. Okay. Tu cliques son nom dans la barre de recherche et tu vois tout le profil de la personne, s'il y a déjà eu des suspensions de permis, s'il a déjà eu des amendes. Bref, tu peux tout voir. Donc, déjà là, en partant, ça devient intéressant. Tu n'as pas le temps de faire ça, c'est pas grave. La personne, quand elle t'approche, elle sait-tu te vendre quelque chose? OK. Ça veut te vendre quelque chose, ça lève une lumière. Écoute, sur 10 dossiers dans une semaine, là, il y en a 8 à qui je vais dire, je te recommande de demeurer avec ton prêteur. Je dois être le pire courtier hypothécaire. Ben, moi, tu me l'as déjà recommandé. Oui. C'est être honnête, c'est être intègre, c'est de ne pas faire de vente. En partant, c'est ça. Parce que tu auras beau économiser. Écoute, j'ai des clients qui vont économiser 1200 $ sur 5 ans. Ça paraît beau, hein? Ça paraît le fun. Mais il va falloir que tu me fournisses des papiers. Il va falloir que tu travailles. Ouais, c'est... Fait que là, je leur dis 1500 $ sur 5 ans. Fait que divise-les par 5. Ça fait 240 $. Ouais. T'es-tu à 240 $ du bonheur pour changer d'institution financière? Puis si je rajoute à ça que ça va te coûter des frais de notaire d'à peu près 2200, t'économises 1200 pour payer 2200, t'es en dessous de 1000 $, là. Non, c'est sûr. Je te recommande fortement de rester avec ton institution financière. Donc, c'est ça, être honnête envers ton client. Donc, surveillez la personne qui tente surtout d'essayer de vous vendre quelque chose. Soyez aux aguets. Si la personne vous écoute, la personne prend des notes. Normalement, la personne va vous divulguer le résultat de ces notes-là. Et normalement, si elle est honnête et intègre, elle va vous dire « Je vous recommande de ne pas bouger » ou « Non, effectivement, j'ai une très bonne offre qui pourrait vous faire économiser un montant important. » Et moi, j'ai un indice que j'ai créé pour moi-même. OK. C'est l'indice soleil. L'indice soleil. Ouais. Tu sais que j'aime voyager. Ben oui, absolument. Donc, tu es le pro en télétravail en Espagne. Exactement. Et ailleurs dans le monde. Mais c'est ça. Au Maroc. Au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs. Donc, c'est ça. Si tu n'économises pas l'équivalent d'un voyage dans le sud pour une personne, après tous les frais, là. Tu veux mettons 3500, 4000? Ben, OK, toi, c'est peut-être 10 000. 2000. Je suis généreux de 2000. Okay. Si tu n'économises pas 2000 $, j'appelle ça mon indice soleil. Okay. L'équivalent d'un voyage pour une semaine dans le sud pour une personne minimum. Là. Ben, bouge pas. Okay. Reste avec ton institution financière pour le trouble que ça donne. Non, c'est sûr. Okay. Donc, voilà. Bon. Sur cet indice soleil. Merci, Sylvain. Ça me fait plaisir, mon cher. Puis on va te souhaiter un bon voyage. On va se reparler à ton retour. Non, non, mais tu repars encore. Oh, je me suis trompé de jingle pour fermer le show. Pas de problème, mon cher. On te pardonne. Merci. Alors, chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Sylvain qui nous a fait découvrir, entre autres, le monde de courtage. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il a dit, qui nous fait voir l'autre côté de la facette de la médaille. Donc, si vous voulez rejoindre Sylvain Carbonneau chez Pléniprêt et sur les réseaux sociaux, tapez son nom. Je suis convaincu que ça va lui faire plaisir de vous répondre et de vous rendre service. Bref, sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.